Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition que nous démarrons par ce deuxième jour hier de la caravane médiatique Tous et chacun pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Mali. Elle était hier dans le village de Torodo où les chiffres sur la malnutrition des enfants ont été qualifiés d'alarmants. Nos envoyés spéciaux sont Tchessira Dambélé et Aboubakar Traoré. Ils sont journalistes de la presse privée et publique, artistes et représentants d'associations de professionnels de la santé à quitter Bamako ensemble pour faire le tour de 3 régions du Mali, Kaï, Koulikoro et Mopti. L'initiative est du ministère de la Santé et de ses partenaires à travers la campagne Tous et chacun. Elle vise à amener les hommes de médias à documenter et à disséminer les bonnes pratiques des intervenants en matière de nutrition de l'enfant et de soins essentiels. Déjà dans les 4 villages de l'aire de santé de Torodo, cercle de Djema, quelques 229 cas de malnutrition ont été enregistrés en 2012. Avec l'appui des partenaires comme Save the Children, nous avons renforcé le dépistage. Donc ça nous a révélé un peu des chiffres un peu alarmants. Et le nombre de cas d'admission de janvier jusqu'à nos jours, ça dépasse les 100 cas pour les malnutritions modérées. Et pour les cas sévères, le nombre de cas d'admission, ça dépasse quand même une quarantaine. Donc, ce qui veut dire que ces chiffres-là sont un peu alarmants par rapport aux autres années. Mais cela s'explique aussi par l'engagement des partenaires, parce que Save the Children est venu nous appuyer. Dans cette ère de santé où en moyenne 12 à 13 naissances sont enregistrées par mois, près de 6 ONG, organisations de la société civile et agences des Nations Unies sont aux côtés des populations dans la lutte contre la malnutrition et la protection de l'enfance. Leurs objectifs ciblés permettent d'atteindre des résultats tangibles dans la perspective du renforcement des efforts du Mali pour l'atteinte des points 4, 5 et 6 des objectifs du millénaire pour le développement relatifs à la santé de la mère et de l'enfant. En la matière, un rapport 2011 de l'UNICEF classe le Mali parmi les pays ayant le taux de mortalité infantile le plus élevé. 342 enfants y meurent chaque jour avant leur 5e anniversaire et plus du tiers de ces décès est imputable à la malnutrition. Après le projet de décret qui classe la cathédrale de Bamako patrimoine culturel national, le ministre en charge de la culture et celui des affaires religieuses et du culte ont visité l'édifice religieux, un monument resplendissant au centre de la ville de Bamako dont l'histoire est ignorée par bon nombre de Maliens. Au-delà de son style architectural raffiné, la cathédrale est aujourd'hui une vraie école pour la jeunesse. Le compte-rendu de Mohamed Diarra. Cela fait 76 ans que la cathédrale de Bamako a été construite. Elle a été inaugurée précisément en 1936 par Monseigneur Paul-Marie Moulin. Sa réalisation a duré 11 ans. Compte tenu de l'importance de cet édifice religieux, le gouvernement a décidé au cours du conseil des ministres du mercredi 10 octobre dernier de le classer patrimoine culturel national. Il était donc du devoir des responsables des ministères dont relève ce monument d'approfondir leur connaissance sur le fonctionnement de la cathédrale. Peu de gens savaient où se trouvait la première pierre de ce bâtiment. Les visiteurs l'ont découverte. Ici repose Monseigneur Luc Sangaré, l'archevêque décédé en 1998. Bref, tous les compartiments ont été visités. Si un lieu est classé patrimoine culturel national, cela veut dire qu'il devient une propriété nationale en congestion avec les propriétaires de ce lieu. Aujourd'hui, c'est la communauté catholique du Mali. La cathédrale est bâtie en pierre sur une superficie de 576 mètres carrés. Selon un document officiel que nous avons reçu, de 1936 à 1957, la cathédrale était le seul lieu de culte officiel pour les chrétiens du Mali. L'adoption du décret classant la cathédrale et les sites associés dans le patrimoine culturel national est une bonne chose. Ça témoigne en suffisance l'expression de la laïcité de l'État. Ça nous rassure et ça nous donne confiance en nous-mêmes et ça nous permet aussi de prier pour le pays, surtout dans cette situation difficile que nous traversons. La délégation a visité aussi l'annexe de la cathédrale. Ici, on nous apprend que ces bâtiments ont été construits bien avant les années 1920. Les visiteurs se sont enfin recueillis devant la statue de Marie avec un seul vœu, le retour de la paix au Mali.
D'une église à une autre, nous partons à celle évangélique protestante de Bamako-Koura où s'est tenue une journée de prière spéciale pour la solidarité en faveur des personnes démunies et pour une sortie de crise dans notre pays. Fademba Keita. C'est à travers chants et cantiques que les fidèles chrétiens de l'église évangélique protestante ont imploré Dieu en faveur de tous les Maliens, notamment des personnes qui vivent dans la détresse. Ils ont aussi invité les uns et les autres à imiter le Seigneur Jésus pour que nos libertés fondamentales soient rétablies et afin que le Tout-Puissant donne l'intelligence et la sagesse nécessaires aux autorités pour trouver une solution définitive à la crise que traverse le Mali. Nous avons parlé des aveugles, nous avons parlé des muets, nous avons parlé des veuves, des orphelins, des personnes âgées, etc. Voilà des personnes de la société qui ont la même valeur que tout le monde et qui ne doivent pas être négligées, qui ne doivent pas être mis de côté. Donc nous prions, nous faisons des bénédictions pour eux. Les représentants du ministère de l'Action humanitaire, très émus, estiment que cette prière collective devra renforcer la solidarité entre tous les Maliens. Nous vivons dans une période où l'ensemble du peuple malien est meurtri dans sa chair. C'est pourquoi, pour ce mois de solidarité et de la lutte contre l'exclusion, nous avons privilégié un thème, solidarité et paix, pour un Mali uni et indivisible. À ce titre, nous avons organisé des moments de prière pour notre pays, appeler le Seigneur pour qu'il sauve le Mali. Ces voix qui s'élèvent en appellent à l'union des forces vives de la nation, à l'entraide et aux gestes qui sauvent. Nous restons dans le domaine religieux toujours. Pèlerinage 2012, la commission d'encadrement rend visite aux pèlerins. Pour cette dernière phase, il est important de s'assurer de l'état de santé de l'ensemble des pèlerins du Mali et des conditions d'hébergement et de restauration, nous signale notre envoyé spécial Madounama Traoré. Et l'ONG AFAD, Association de formation et d'appui au développement, et son partenaire suédois Diaconique ont tenu les 10 et 11 octobre dernier les états généraux sur la problématique de la santé dans le cercle de Nara, dans la région de Koulikoro. Au cours des assises, les acteurs socio-sanitaires du cercle ont fait l'état des lieux de la situation sanitaire de la région. Ils ont également formulé des recommandations et élaboré un plan d'action pour 2013. Serou Traoré. Cette visite, conduite par le superviseur du pèlerinage, a commencé par l'infirmerie. À ce niveau, une vingtaine de patients attendaient d'être consultés et soignés. La vieille Yaman Fomba souffre d'une enflure au pied. Aujourd'hui, ça va, mais hier, c'était grave, dit la malade. Dans l'ensemble, les pèlerins se portent bien. À la date d'aujourd'hui, sur les 1243 pèlerins, nous pouvons dire que nos pèlerins se portent en bonne santé. Nous sommes déjà à 515 consultations. Nous avons 2 patients qui ont été admis au niveau des hôpitaux saoudiens, mais ils se portent très bien. Les difficultés que nous avons, ça c'est pratiquement le comportement des diabétiques et des antihypertenseurs. Soit ils ne respectent pas leur régime, soit ils sont venus avec un petit stock de médicaments, alors que la couverture médicale ne peut pas couvrir l'ensemble des besoins en médicaments. Après l'infirmerie, la visite s'est étendue à tous les 3 sites abritant les pèlerins, chambre par chambre, à commencer par les personnes âgées. Après le tour complet des sites, le constat. Le sentiment général, c'est vraiment qu'ils ont trouvé que les bâtiments sont d'un standing très élevé. Et ces bâtiments sont situés non loin de la Kaaba, ce qui leur permet d'effectuer leurs prières de façon normale. Et au point de vue restauration aussi, je crois qu'il n'y a pas de plainte à la matière. Donc nous sommes largement satisfaits et nous allons continuer à veiller sur les conditions d'hygiène, les conditions de salubrité autour des bâtiments et à l'intérieur. Les conditions de séjour des pèlerins de la filière gouvernementale s'améliorent progressivement.
Vous l'avez suivi, c'était donc là nos envoyés spéciaux Mamadou Nyamadiara depuis la Mecque et Karunga Konaté. Et l'ONG AFAD, je vous l'annonçais, association de formation et d'appui au développement, et son partenaire Sidoua Diakoni qui ont tenu les 10 et 11 octobre dernier les états généraux sur la problématique de la santé dans le cercle de Nara. Au cours de ces assises, les acteurs socio-sanitaires du cercle ont fait l'état des lieux de la situation sanitaire et ont formulé des recommandations et élaboré un plan d'action 2013. C'est du Traoré. Ces assises du Nara ont regroupé une centaine d'acteurs socio-sanitaires venus des 11 communes du cercle. Il s'agissait pour l'ONG AFAD, Association de formation et d'appui au développement, initiatrice de ces états généraux sur la santé, de doter le cercle de Nara d'un plan d'action. Un plan d'action de santé dans le district sanitaire de Nara. Nous sommes heureux de vous retrouver tous ici pour faire l'état des lieux de la question de santé des populations dans le cercle de Nara en vue de proposer des solutions et recommandations pertinentes pour l'amélioration de l'état de santé des populations. Les 48 heures de travaux des groupes accentués sur l'accès des communautés aux soins primaires de santé, la problématique de financement du secteur de la santé dans le cercle et les causes de la faible couverture sanitaire ont été sanctionnés par des recommandations pertinentes. Il s'agit de la forte implication des élus dans les activités de santé pour améliorer les indicateurs, la signature et le respect des termes de convention d'assistance mutuelle par les ASACO et les collectivités, la conduite d'un plaidoyer au niveau national et régional pour la dotation des structures sanitaires en personnel suffisant par l'État, entre autres. Nous, à travers cette activité-là, on va faire de telle sorte que les indicateurs en matière de santé, qui sont très bas au niveau de Nara, puissent progresser. Nous nous promettons quand même à la prochaine évaluation de voir que les indicateurs se sont rehaussés au niveau de la santé dans le cercle de Nara. Je crois que ça nous permettra, chacun à son niveau, à tous les acteurs, de savoir quels sont leurs rôles en matière de la santé. Je crois que c'est ça l'important et c'est ce que nous pouvons retenir et que le plan d'action qui a été mis en place sera mis en œuvre par tous les acteurs avec l'accompagnement de nos autorités. Au terme de ces états généraux sur la problématique de la santé dans le cercle de Nara, un comité de 9 membres a été mis en place pour le suivi et l'évaluation du plan d'action. Retour à Bamako avec cette journée de don de sang de l'association des mères engagées pour la réussite des femmes et des jeunes. L'opération s'est déroulée à Lafiabougou, en commune 4. L'association des mères s'est engagée pour la réussite des femmes et des jeunes. A été créée en 2010. Elle est composée de 43 membres. Au cours de cette journée de don de sang, 100 poches ont été collectées selon notre reporter Garibé Pérou. C'est donc là une journée de don de sang de l'association des mères engagées pour la réussite des femmes et des jeunes. Le 14e sommet de la francophonie a pris fin à Kinshasa. L'essentiel des travaux était consacré sur la démocratie et le respect des droits de l'homme. Sur ces questions, le président français François Hollande a attiré l'attention des dirigeants francophones. Leader de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi, qui revendique la victoire aux élections présidentielles, a quitté sa résidence surveillée de Limété pour s'entretenir quelques instants avec le chef de l'État français. S'il n'exerce pas la réalité du pouvoir, le président de l'UDPS se présente pourtant comme un président élu qui partage les mêmes valeurs que François Hollande. Ce sont des frères qui se sont retrouvés ensemble. Il n'y a pas de déception. Quoi. Au contraire, je viens de vous dire, depuis le Sénégal, il n'en fait qu'affirmer des valeurs pour lesquelles 32 ans, je me suis battu pour ces valeurs-là, pour qu'elles soient établies au Congo. En marge du sommet de la francophonie et des rencontres officielles, le président français a valorisé la société civile et l'opposition congolaise. Il a rappelé l'exigence démocratique et les avancées arrachées concernant la création d'une commission des droits de l'homme et un rééquilibrage de la commission électorale. Nous n'allons pas nous arrêter là et qu'au lendemain de ce sommet, nous continuerons à faire preuve de vigilance et d'exigence. Dernier geste avant de quitter Kinshasa, il a inauguré la médiathèque Floribert Chebeya. Ce militant des droits de l'homme, abattu par des hommes proches du pouvoir et dont le procès traîne en longueur.
Et la crise malienne qui était également au centre du sommet de la francophonie, la crise malienne dont le ministre français Manuel Valls a parlé aux autorités algériennes. Il était en déplacement à Alger, mais avant, voyons du côté de la Mauritanie où le président a été victime de tirs par balle. Il a été évacué à Paris. Le président mauritanien évacué vers la France, Mohamed Ould Abdelaziz, a été légèrement blessé par balle samedi soir. Que s'est-il passé exactement? Selon la version officielle, le président aurait été victime d'un tir involontaire d'une patrouille militaire. Mais selon d'autres sources, il aurait été directement pris pour cible par un homme armé. Mohamed Ould Abdelaziz semble en tout cas hors de danger. Il est apparu à la télévision avant son évacuation. Nkosazana Dlamini Zuma est arrivée à Addis Abeba. La Sud-Africaine prendra officiellement ses fonctions demain lundi à la tête de l'Union africaine. C'est la première femme à accéder à ce poste. Son défi, redonner un nouveau souffle à une organisation souvent taxée d'immobilisme. Elle devra également faire oublier les divisions entre francophones et anglophones exacerbées pendant la bataille pour son élection face au Gabonais Jean Ping. Je suis ici en tant qu'Africaine et je traiterai chacun en tant qu'Africain, peu importe d'où il vient. Premier dossier parmi les plus brûlants, l'intervention militaire au nord du Mali. La question du Mali au centre de la visite du ministre de l'Intérieur français en Algérie. Mission de Manuel Valls, lever les réticences algériennes à une intervention militaire au nord du Mali tenue par les islamistes. S'il a reconnu qu'il existait des nuances sur le dossier, le ministre algérien des Affaires étrangères a estimé que ces différences étaient souvent exagérées. La clôture du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa avec l'adoption de plusieurs résolutions. Sur le Mali, la francophonie prône la négociation tout en soutenant l'intervention militaire. Sur l'est de la République démocratique du Congo, l'organisation demande à l'ONU des sanctions contre les responsables des exactions. Le prochain sommet se tiendra dans 2 ans au Sénégal. Et sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous, c'est 18h et 20h. Une présentation de Aoui Touré. Je serai là demain, s'il plaît à Dieu, à 10h. Restons de cœur rédaction avec nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas.